Alors bonjour à tous. Merci d'être présents et d'être parmi nous pour échanger autour de ce fabuleux panel qui va traiter notamment des attaques DDoS et des protections associées, justement pour protéger nos services face aux attaques qui se multiplient et qui ne cessent de se multiplier. Donc du coup, les attaques DDoS, c'est des attaques qui existent depuis déjà pas mal d'années et au fil des évolutions technologiques et notamment avec l'ère de l'IA qui est en constante utilisation par nos chaleureux hackers, on va dire ça comme ça, et ben on se rend compte qu'on a des attaques de type DDoS qui sont de plus en plus sophistiquées. Un chiffre de l'ANSSI l'ANSSI a déjà évoqué le fait que de 2023 à 2024, les attaques DDoS avaient carrément doublé et qu'il fallait s'attendre à ce que ça double, voire que ça triple d'ici 2025. Je pense que ce panel-là, il fait vraiment sens pour qu'on puisse justement échanger autour des différentes solutions qui existent. Surtout quand on sait qu'une étude de IT for Business a expliqué que une minute d'inddisponibilité de service coûterait en moyenne 6 000 $, pardon, pour une minute d'indisponibilité. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec nos fabuleux panélistes que je vais présenter. Donc on a ici sur votre droite Monsieur Yann Krumeyol, qui est responsable en cybersécurité auprès de la RATP. On a aussi à côté Monsieur Jean-Félix Chevassu, je ne me suis pas trompé, là, donc, qui est Product Manager chez Adista. On a notre chaleureuse et unique femme du panel. Donc c'est Octavia Dewert. Je l'ai bien dit? It's okay? The name is good? Ok. Je n'ai pas froissé de nom. Donc elle est directrice générale d'une entreprise en Hollande qui justement offre des solutions de sécurité pour les fournisseurs d'accès Internet et notamment tout ce qui va tourner autour des attaques type DDoS. On va avoir aussi Monsieur Robert, dont je n'ai pas le nom, je suis désolé, pardon, enchanté, qui travaille pour l'aviation civile avec son collègue en bout de panel, donc Monsieur David Le Goff, donc, qui travaille pour l'aviation civile française. Et pour terminer, on a Monsieur Patrick Hauss, qui est directeur régional chez CSC Global. Donc, pour débuter, on va commencer par vous, Octavia. So we will start with you, because you're the only lady on this panel. Vous êtes la seule femme de ce panel. Alors, ma première question qui vous est adressée, ces attaques DDoS ont évolué au cours des dernières années. Comment percevez-vous cette évolution dans votre secteur? Y a-t-il des différences significatives entre des attaques qui ciblent les grandes entreprises ou les PME? Oui, je pense. Merci pour cette présentation. Je voudrais ajouter une chose. Nous sommes une société particulière parce que nous sommes une ONG. Nous sommes payés par nos fournisseurs de services et nous réinvestissons tout ce que nous gagnons dans les services fournis. Et nous sommes uniques en notre genre parce que nous avons
Nous sommes nés parce que ce problème de DDoS était tout à fait majeur aux Pays-Bas. Peut-être que c'est un problème trop gros pour être résolu par un seul fournisseur d'après-midi. Donc, il faut s'organiser et essayer de le résoudre ensemble. En ce qui concerne les attaques DDoS, cela fait 20 ans que nous existons en tant que fondation. Et nous avons commencé à travailler sur les DDoS il y a 10 ans et l'évolution est la suivante. Tout d'abord, d'où viennent ces attaques? La source de ces attaques, je pense que ça a beaucoup changé. Ce que vous avez dit confirme le grand nombre d'attaques qui a lieu. Et depuis 10 ans, cela a beaucoup évolué. Au départ, c'était des petits étudiants qui s'amusaient, si on peut dire, pour simplement pouvoir prouver qu'ils pouvaient détruire un réseau. Et cela a complètement changé aujourd'hui. Et malheureusement, c'est vraiment une guerre, une cyberguerre. C'est vraiment un outil spécifique qui perturbait des services et détruire des services. Il y a vraiment une évolution importante là. Autre évolution que l'on peut observer, c'est que c'est assez spécifique et cela va de pair avec le fait que les entreprises, petites ou grandes, il n'y a pas de grande différence en fait. Pourquoi? Il y a 10 ans, je me rappelle qu'il y avait de petits fournisseurs qui disaient « Bon, je ne suis pas une société suffisamment importante ». Et c'était vrai à l'époque, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Tout le monde est une cible, en principe, principalement en raison du développement majeur d'Internet et du partage des services. Donc, tout le monde est une cible ou est une victime collatérale d'une attaque. Autre changement qu'on peut observer, c'est la technicalité des attaques. Avant, il fallait beaucoup de capacité pour pouvoir lancer une attaque. Et aujourd'hui, on peut avoir des toutes petites attaques, mais qui provoquent de gros dommages. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour les lancer. Parce que les ressources sont chères, même pour les pirates. Donc, ils doivent également voir ce qui est le plus intéressant de leur point de vue. On va peut-être parler du réseau qui nous entoure et qui est menacé. Merci, Octavia. On va passer au français maintenant. Pour mes autres panélistes. Écoutez, je vais vous poser exactement la même question. Ma question sera, les attaques DDoS ont considérablement évolué ces dernières années. Comment percevez-vous cette évolution dans votre secteur respectif, tout en sachant que, d'après les derniers éléments que l'ANSSI avait aussi évoqués, on aperçoit une forte évolution des attaques DDoS, en particulier lors des périodes électorales. Donc, est-ce que vous observez, vous, de votre côté ou auprès de vos clients, une prédominance des attaques, une montée en puissance de ces attaques ou des attaques vraiment plus ciblées? Lequel d'entre vous souhaite commencer? Oui, je peux prendre cette question, puisque nous, à Distar, on est opérateur de services managés, on offre des services de connectivité, donc Internet, des services réseau, des services d'infrastructure, d'hébergement. On héberge les systèmes d'information de nos clients. On fournit des solutions de collaboration, de communication, qui sont maintenant massivement dans le cloud, as a service. Donc forcément, les attaques DDoS, on les voit passer. Nous, en tant que cible, en tant qu'opérateur, donc visible des hackers, visible des États hostiles. À la différence des autres attaques, des autres cyberattaques, les attaques DDoS sont principalement des attaques d'activistes,
géopolitique. Et en complément de ce que vient de dire Octavia, en France, on a eu un contexte 2024 avec des élections législatives très médiatisées, relayées. On a eu les JO, bien sûr. Juste avant, on avait eu des prémices avec la Coupe du Monde de rugby. Et ces événements internationaux, couverts bien sûr par la presse, attendus aussi par le grand public, focus la France comme une cible. Et les attaquants, activistes, cherchent surtout de la notoriété, cherchent à faire du bruit, cherchent à se faire connaître, puisque c'est aussi un business, c'est aussi une tendance qu'on a pu observer. Les activistes ont besoin aussi de faire vivre leur business. Et donc, plus ils font du bruit, plus ils ont des clients eux-mêmes. Voilà, c'est devenu un vrai business. Et justement, les attaques DDoS de type volumétrique se sont multipliées parce que la technique est industrielle. Avant, les attaquants étaient assez isolés, développaient leurs propres outils, se faisaient repérer généralement assez rapidement. Donc, l'industrie du hacking dans le DDoS s'est industrialisée avec des outils as a service, et n'importe qui dans son garage peut acheter pour quelques euros une campagne de DDoS vers une cible. Ça peut être son ancien employeur, ça peut être une ONG par exemple qui veut un peu faire du bruit et attaquer un grand groupe international avec qui il n'a pas forcément partage les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est cette tendance des attaques DDoS as a service qui a multiplié les attaques. Avant, les attaques, elles étaient vraiment géopolitiques vers des États, et on a vu, nous, arriver aussi des attaques progressivement allant vers les entreprises et même vers les PME. Les PME qui ne sont pas du tout préparées à ce type d'attaque parce que ce sont des attaques très particulières. Et on y viendra certainement plus tard. Les solutions de protection contre les attaques de type DDoS, elles ne sont pas forcément localisées dans l'entreprise. Elles sont vraiment, c'est notre responsabilité en tant qu'opérateur de transit et offreur de solutions de connectivité, de gérer la protection de nos clients. Je te remercie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait apporter aussi une précision. Alors oui, on m'a présenté comme CERT Aviation France, c'est le cas, je fais partie du CERT Aviation France, comme d'autres sociétés en France, sociétés aériennes, des aéroports. Alors, ce qui a été dit est très vrai jusqu'à présent, ce sont souvent des attaques qui viennent de l'étranger. En général, on sait d'où ça vient pour l'instant. Ce sont des attaques qu'on peut, par contre, on peut les éviter. Si on est bien équipé, ça peut s'éviter. Donc nous, on a d'ailleurs dans la salle le garçon qui s'est occupé d'installer chez nous les dispositifs de sécurité contre les attaques DDoS. C'est possible d'éviter. Et on voit de plus en plus d'attaques, par contre des entités qui n'ont pas cette capacité à se protéger. Donc dans la sphère de l'aviation française, il y a bien sûr des grosses sociétés aériennes, il y a de la réservation, il y a des aéroports de taille moyenne, et puis il y a des petits aéroports. Alors ce sont, à mon avis, eux qui sont les plus grandes victimes de ce genre d'attaque, parce qu'ils ont moins la possibilité de se protéger. On voit ce genre d'opportunisme des attaquants en ce moment, de tirer sur les plus faibles en réalité, parce que c'est là qu'ils vont faire du dégât. S'attaquer à des boîtes plus grosses qui ont des grosses structures de cyberdéfense, c'est peut-être un investissement stupide parce qu'ils savent que ça va pas être un incident. Chez nous, ça va être un événement. On va le voir arriver, on va le bloquer parce qu'on a aussi évidemment des équipes très compétentes pour faire ça. Donc oui, je dirais que c'est vraiment, on les voit changer de focus, partir sur les plus faibles. Et on l'a dit plusieurs fois dans ce forum InCyber, j'allais dire le FIC, mais qu'il faut maintenant se concentrer à aider. Et c'est pour ça que le CERT Aviation France est important, parce que ça permet d'avoir
de l'entraide, ça permet de parler, d'aider à la limite les plus faibles, ce qui n'est pas une mauvaise vision. C'est vrai que quand vous avez un aéroport où il y a une centaine d'employés, ils ne peuvent pas avoir 300 personnes à la cyber. C'est juste pas possible. Mais ça, c'est pour ça que moi, je suis un grand fan du CERT Aviation France. Et David en fait partie. Il va continuer. Merci Robert, d'Amadeus, qui nous aide beaucoup sur cette partie de professionnalisation des outils. Alors nous, c'est vrai que le CERT Aviation, on n'est pas des experts des outils de solution de sécurisation des DDoS. Par contre, effectivement, on aide nos petits, on aide les membres qui n'ont pas de solution, et on les aide par la surveillance justement de leurs assets. Donc on a mis en place des outils qui permettent de limiter l'impact d'une attaque DDoS, où on va les prévenir le plus rapidement possible. Donc on l'a mis en place pour les JO, parce qu'on voyait qu'avant JO, ça tapait fort, et ça tapait un peu tout azimut. On connaît tous les groupes, Dedosia, ONEM, etc. Il y a énormément d'accords qui sont passés pour qu'ils soient un peu plus forts sur ce type d'attaque. Et donc nous, on est là on est devant les lignes, finalement, on essaie de balayer un peu devant pour détecter les cibles qui vont être annoncées pour du DDoS. Ça, c'est important. Donc on est dans l'anticipation de la menace. Et après, on essaie de les surveiller pour un petit rétexte sur les JO de notre petite vision du CERT Aviation, où on n'a pas une représentation complète. Mais on surveille à peu près une soixantaine d'aéroports, 50 membres, hors membres fondateurs qui ont de vraies solutions techniques. Sur les JO, voilà, on a eu 30 événements importants sur du DDoS. Il y en a eu 2 qui ont été significatifs. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de groupes d'activistes, comme vous disiez, de script kiddies, qui vont faire un bruit, ils vont faire du bruit. À partir du moment où ils ont leur check-host qui apparaît en disant « ça y est, j'ai fait tomber l'aéroport de Montpellier », ils arrêtent. Donc il y a aussi ça, mais ça fait du bruit, ça occupe les CERT, ça occupe les veilleurs, ça occupe les équipes de sécurité, et ça peut être aussi des pompes à brouillard pour faire passer quelque chose de beaucoup plus important. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous, ce qu'on constate sur la partie de ce qu'on surveille, donc moi, j'ai pas la visibilité d'une action étatique de grande ampleur, comme peut l'avoir Amadeus, ADP, Air France avec leurs solutions. Donc on voit qu'on est vachement ciblé par des activistes à dessous, et qui veulent faire un peu de bruit, quoi. Donc ça, c'est vraiment fort. Mais un DDoS, là, de ce que j'ai vu, moi, c'est parce qu'on a mis en place un outil qui passe tous les 15 minutes sur les zones DNS et les DNS de nos membres. Ouais, ça dure 3-4 minutes, puis après ils arrêtent, quoi, ils passent à quelqu'un d'autre, quoi. Oui, peut-être pour vous donner un petit écho, un petit feedback de ce qu'on voit à notre niveau. Donc sur la partie nom de domaine, hébergement DNS public, c'est un sujet, nous, sur lequel, pour le coup, on essaye de faire pas mal, je dirais, d'éducation, d'évangélisation, parce qu'on a assez souvent l'impression que l'hébergement DNS est un service qui fonctionne parfaitement et qui est censé être gratuit et ne jamais tomber. La réalité, c'est que on commence de plus en plus à dire que les noms de domaine et ou l'hébergement de DNS peuvent potentiellement être une pièce manquante dans le puzzle de la posture sécurité des organisations. Donc on essaye, nous, de faire ce travail un peu d'éduquer les organisations avec lesquelles on travaille sur le besoin de renforcer sa posture sécurité en la matière. Moi, je repense notamment à une attaque qui avait eu lieu il y a un petit moment maintenant, mais qui avait visé un hébergeur DNS qui était spécialisé en la matière, qui s'appelle Dynect, qui avait subi une attaque. On avait parlé des objets connectés. C'était le virus Mirai, si mes souvenirs sont bons, qui affectait les caméras IP et ainsi de suite. Ils sont tombés, clairement. Donc, viser le web, viser les DNS, effectivement, ça fait partie des options qui sont possibles pour les attaquants. On a vu encore récemment des attaques d'une ampleur relativement importante. On en voit encore régulièrement. Le DNS est effectivement une cible assez privilégiée. Et effectivement, il faut s'équiper pour tout ça. Effectivement, je rejoins ce que tu dis, hein. J'ai par ailleurs vu aussi pas mal de choses, notamment des sites où il y avait des multiples protections qui permettaient de protéger des data centers.
Et les attaquants, les activistes ont effectivement ciblé on va dire les relais DNS ou ceux qui hébergeaient le nom de domaine pour justement faire en sorte de déstabiliser entièrement les data centers. Et encore une fois, faire tomber le DNS public, le DNS autoritaire d'une grande organisation, on la met à plat. Il ne se passe plus rien parce que tous les services associés au domaine fonctionnel qui supportent les services ne tournent plus. Écoutez, on va passer à une autre question. Je pense qu'on va peut-être pas forcément parler des impacts les plus critiques qu'on va trouver sur les attaques DDoS, mais je sais que voilà, il y a certains secteurs qui vont pas forcément être la cible, mais comme vous le disiez, effectivement, il y a des activistes qui s'amusent à lancer des attaques de type DNS pendant quelques minutes et puis ils passent à autre chose. Et pour certains, c'est challengeant. D'autres, c'est effectivement du DDoS as a service qui coûte vraiment une flopée de pain sur le darknet. Pour avoir été regardé les coûts, on fait du ransomware as a service, on fait du DDoS as a service pour vraiment moins de $50. C'est comment nuire à un nom de domaine ou à une structure. Mais bon, sur les stratégies de défense multicouche, et face, on va dire, à l'évolution de toutes ces menaces, quelle stratégie ou protection DDoS vous semble aujourd'hui les plus efficaces? Est-ce que les solutions traditionnelles telles que ce qu'on voit régulièrement, les firewalls, les IDS, IPS, etc., est-ce qu'ils suffisent encore aujourd'hui? Surtout quand, comme je le disais en introduction, les attaques par déni de service existent depuis quasiment les débuts de l'Internet. Qui souhaite prendre? Je commence. Alors, effectivement, la difficulté avec les attaques de type DDoS, c'est que le trafic ressemble à du trafic légitime. C'est-à-dire que ce sont des paquets TCP, ce sont des paquets UDP, ce sont des requêtes HTTPS, des requêtes DNS. Donc, forcément, le filtre périmétrique, le firewall, la sonde, ne va pas détecter cela comme du trafic qui attaque un mauvais port, qui n'est pas légitime. Donc, cette protection périmétrique, elle est certes essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Effectivement, il faut rajouter des protections contre les différents types d'attaques DDoS. Il y en a 3 types d'attaques DDoS. Il y a effectivement l'avalanche de trafic légitime, donc les attaques DDoS volumétriques, donc de type réseau. On va avoir donc des mécanismes pour protéger ça, c'est-à-dire c'est un équipement, et je pense que Octavia, tu pourras en parler, c'est un équipement qui va détecter un afflux de trafic légitime, mais qui ne ressemble pas à du comportement humain d'un internaute qui vient interroger un service web ou qui vient ou une application qui vient interroger un serveur API. Donc on va se protéger comme ça en nettoyant ce trafic et en supprimant ce trafic qui est anormalement élevé en termes de volume. Ensuite, on a les attaques de type applicative, c'est-à-dire que là, on va venir faire un nombre de requêtes au niveau applicatif, donc au niveau 7, dans la couche OSI. Et là, on va amener une 3e couche, donc après le firewall, la protection contre le trafic volumétrique, une 3e couche applicative, ce qu'on appelle un WAF, Web Application Firewall, où là, c'est également une analyse comportementale à base d'apprentissage et de machine learning pour détecter que les requêtes qui arrivent, elles ne sont pas humaines, elles sont trafiquées ou elles sont à but d'une attaque. Et 3e type d'attaque, ça va être les attaques de type protocolaire où on va chercher une vulnérabilité réseau. Et à ce moment-là, la protection, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué puisque là, on va accompagner nos clients dans la recherche permanente de vulnérabilité, donc soit de mauvaise configuration, soit d'absence de patching de sécurité sur leur front-end
par exemple, leur site web qui aurait des mauvaises librairies ou qui aurait laissé des attaques, des vulnérabilités qui permettraient à un attaquant d'aller exploiter cette vulnérabilité et de faire tomber le service. Voilà, donc cette approche multicouche, surtout en cœur de réseau, avant de délivrer le trafic au client final, parce que quand le trafic non nettoyé arrive jusqu'au client final, c'est un peu tard. Voilà. Donc on a, nous, cette responsabilité en tant qu'opérateur, qui voyons passer l'ensemble du trafic venant d'Internet et venant d'autres clients de notre réseau, de nettoyer le trafic en permanence et d'alerter nos clients sur ce qu'on aurait détecté comme vulnérabilité dans leur application web. Ça, tu peux... Alors effectivement, il y a la défense périmétrique qui permet avant que ça arrive dans nos data centers, sur nos serveurs, d'éviter de faire surcharger nos firewalls, etc. Mais également sur la partie applicative, rajouter aussi des fonctionnalités qui soient un peu plus intelligentes, d'être plus performantes parfois, parce que des fois c'est l'application elle-même, c'est pas le composant réseau qui est vulnérable, c'est l'application qui est vulnérable. Je prends un exemple classique, c'est une requête qui dure 30 secondes. Eh ben on maintient des ressources ouvertes pendant 30 secondes, c'est une vulnérabilité en tant que telle, applicative qu'il faut traiter côté application. Également une bonne gestion du cache. C'est quelque chose qu'on a mis en place fortement. Si on gère correctement notre cache, si notre contenu est tout le temps le même pendant 5 secondes, 10 secondes, on le met en cache sur des équipements qui sont conçus pour ça, justement des proxys cache, qui sont conçus pour absorber avoir beaucoup de requêtes en entrée et transmettre très rapidement des requêtes de sortie. Ça permet de soulager également quand les serveurs, pour éviter qu'eux-mêmes soient surchargés avec du trafic qui est malveillant, mais qu'on n'est pas capable de détecter comme malveillant parce qu'il peut être tout à fait légitime du point de vue comportemental. Oui, juste un petit complément. La dernière protection, c'est la protection humaine, c'est-à-dire la personne qui va programmer le service ouvert sur Internet. C'est-à-dire qu'il est important, là aussi, d'intégrer dans les équipes de développement tout ce qui est DevSecOps, tout ce qui est développement sécurisé, pour se prévenir contre les attaques de type OWASP, donc les plus connus, donc les injections SQL, les injections de code, etc., qui vont venir faire tomber un service applicatif et exploiter une vulnérabilité. Donc voilà, là c'est aussi la protection humaine de la personne en charge de développer l'application web, d'imaginer les chemins d'attaque que pourraient utiliser les hackers. Donc les chemins les plus connus sont listés dans le top 10 de l'OWASP, mais d'imaginer effectivement tout ce que quelqu'un de malveillant pourrait imaginer pour contourner le système. Voilà. Est-ce que le fait de mettre en place des SOC, d'avoir des systèmes sur les événements et autres pour la partie humaine pourrait éventuellement suffire, mais aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, il y a des trafics qui paraissent légitimes, où sur un serveur web, on va avoir un répertoire bien spécifique, un fichier PDF qui va faire 8 MO, et vous allez avoir des millions de connexions qui vont arriver à la seconde pour justement télécharger ce fichier et faire tomber le site. Et ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. I'd like to have your opinion, Octavia, about it. Xavier, j'aimerais vous poser une question. For you and with your company, en ce qui concerne votre entreprise, quelles sont les stratégies d'atténuation des risques des DOS les plus efficaces? Il n'y a pas qu'une seule réponse à cette question. Nous en avons déjà parlé et ça renforce ce que vous venez de dire. Prenons une attaque DNS. Un exemple récent qui s'appelle Carpet Bombing sur une infrastructure DNS. En fait, cela ressemble vraiment à une demande légitime. Mais ce qu'il se passe, c'est que c'est des requêtes de millions de sous-domaines en même temps. Donc, et je suis d'accord, je suis assez heureuse que vous l'ayez mentionné, il faut renforcer l'infrastructure DNS. Tout ce qui est autour, la sécurité du périmètre est très importante et il faut donc renforcer les infrastructures autour, pas uniquement
les infrastructures qui sont ciblées, ou en tout cas que vous pensez peuvent être ciblées. Il y a des choses qui peuvent ressembler à du brute force, mais pourtant c'est tout de même des attaques volumétriques. L'année dernière, plus de 90% des attaques qu'on a pu atténuer étaient des attaques volumétriques, et pour cela il vous faut des capacités. Mais ce sont des capacités que vous ne pouvez pas mettre en place seul en tant que petit fournisseur. Et vous avez besoin pour cela d'avoir d'autres systèmes en place. Et de notre côté, eh bien, c'est un peu tout en même temps. C'est-à-dire que nous apportons toutes ces protections en même temps. Nous effectuons du géoblocage. Et puis, je vous donne un exemple. Cet après-midi, on a discuté de ça. Notre atténuation, c'est un peu comme un car wash. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, vous voyez une grosse attaque qui vient d'une partie du monde, eh bien, vous pouvez géobloquer. Ensuite, on ingère ce trafic. Alors, à ce moment-là, on évalue les patterns, les modèles. On reconnaît à ce moment-là, on commence à effectuer beaucoup de recherches pour reconnaître le type d'attaque de manière très précoce avant que tout le trafic n'ait été à gérer. Et donc, il y a toute une partie qui n'est pas transmise. Et une fois qu'on effectue l'inspection de paquets, en fait, on effectue une inspection de tous les paquets. Donc, notre approche, elle est du grand niveau, du niveau plus large au niveau le plus faible, et tout en même temps. Parce que vous avez besoin de toutes ces approches pour pouvoir atteindre des résultats en atténuation. Et en même temps, on doit maintenir le client en vie. Donc, c'est compliqué. Thank you very much. Merci beaucoup. Sur la stratégie de géoblocking, c'est une technique qui est efficace, mais attention aussi à ne pas bloquer du trafic légitime qui vient de pays étrangers. C'est une technique qu'on avait voulu mettre en place pour les Jeux Olympiques en se disant on va se protéger, on va dire on n'accepte que le trafic qui vient de France. Parce que normalement un voyageur RATP en France, c'est uniquement français. Et on a analysé en amont quelles étaient les origines légitimes et les trafics légitimes. Et on s'est rendu compte qu'on avait facilement un quart, voire un tiers du trafic qui venait de pays étrangers, un peu partout dans le monde, dont des pays qui étaient une origine de beaucoup d'attaques DDoS. Donc on n'a pas pu se permettre de bloquer une grosse partie des pays. Et donc il a fallu être prudent de ne pas être bloquant sur le trafic légitime. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quand je parle de géoblocage, eh bien, c'est pour vous dire qu'il n'est pas possible de n'utiliser qu'une seule mesure. Il faut mettre en place tout un ensemble de mesures. La dernière fois, bon, d'habitude, on n'utilise pas de géoblocage. Mais on essaye évidemment d'attribuer l'attaque, mais c'est très difficile. Mais évidemment, vu que nous effectuons beaucoup de recherches, on est certain que c'est une IP, et bien alors à ce moment-là, on peut effectuer un blocage total. Mais c'est un peu de tout, on a besoin de toutes les approches. Vous ne pouvez pas utiliser une seule méthode d'atténuation. La précision et l'expertise dans en effet, comme tu disais à l'instant, me paraît fondamentale. La capacité ensuite, effectivement, à être capable d'absorber un trafic, une volumétrie importante à un instant T. Et je pense aussi, en troisième lieu, peut-être la possibilité, en cas de problème avéré, à pouvoir basculer sur une configuration différente. Le DNS le permet, en ayant des DNS secondaires, ce genre de choses-là, on peut à un moment donné décider de faire des switches. Mais voilà, je pense qu'il y a effectivement pas mal d'options possibles, en tout cas, pour travailler dans la bonne direction. Pas grand-chose à rajouter, c'était que c'est l'anticipation, c'est ce qu'on fait, puisqu'on n'est pas spécialiste et on n'opère pas de solution. Alors ça, c'est hyper important. C'est vrai qu'il faut laisser aux sachants le faire. Mais une autre protection, pour moi, c'est l'anticipation. Dans ce qu'on fait nous, c'est vraiment faire du renseignement sur les cibles annoncées, sur les groupes qui vont attaquer, sur leur méthodologie, pour prévenir et puis dire à un aéroport, bon là, ça va arriver, ils vont taper, fermez votre site, mettez-le en maintenance, ils passeront à autre chose.
Et nous, c'est une des protections qu'on apporte. Elle n'est pas du tout, bien sûr, efficace. Enfin, elle n'est pas efficace à 100%, mais c'est la petite brique de défense qui est devant les lignes. Finalement, on dit ça va arriver. On sait qu'ils arrivent, ils vont sans doute arriver par là. Fermez, mettez-vous en maintenance. Ils vont venir, ils vont rien faire, et puis ils partiront, ils iront chercher notre cible à côté, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau, en tant que CERT. Oui, juste un complément. Effectivement, une des caractéristiques des attaques DDoS, c'est qu'elles sont très ponctuelles. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de chat et la souris et un jeu de rapidité. C'est-à-dire que l'attaque, finalement, elle coûte pas cher à faire, mais l'attaquant, dès qu'il voit qu'il a été détecté, il va chercher une autre cible tout de suite. Donc je pense qu'il est utopique de penser que les solutions de mitigation ne vont pas impacter le trafic, le vrai trafic. Voilà, donc le géoblocking, oui, le black hole, oui, c'est sûr. On perd du trafic utile, du vrai trafic, mais au moins on protège les infrastructures, on évite qu'elles s'écroulent sur un temps long, le temps de redémarrer un service, le temps de patcher un système, etc. etc. Donc c'est vraiment une action de mitigation la plus rapide possible, à la fois pour protéger l'infrastructure, mais aussi pour dissuader l'attaquant de continuer et de chercher une autre cible, si possible dans un autre pays. Moi, je vais peut-être répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est sûr qu'avoir un firewall, les IDS, dans ce cas-là, ça ne va pas suffire. Il faut du WAF, c'est ce qu'on a mis en place. Je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec l'idée de bloquer des IP comme ça à l'aveugle. Ça peut empêcher du vrai trafic, ce n'est pas assez discriminant. Donc en fait, je répète, je résume tout ce qui a été dit, et c'est ce qu'on essaye de faire en fait chez nous, c'est ça, c'est d'être plus fin dans la recherche. Je ne suis pas sûr, il faudra demander à Mohamed, mais que nos filtres empêchent le vrai trafic d'arriver. Je ne pense pas. Je pense que le travail, justement, est de faire la discrimination entre le trafic, mauvais trafic, et le vrai trafic. Parce que l'idée qu'on a, c'est quand même de protéger le business. Ce n'est pas que le business s'arrête. Parce que si on arrête le business, ça ne sert à rien d'avoir du WAF. On ferme le site, quoi. Ce qui est malheureusement pour certains, je ne critique pas cette idée de fermer ou de mettre en maintenance quand on n'a pas des solutions type WAF importantes, avec justement la capacité d'arrêter beaucoup de volume, on est bien obligé de faire ça. Mais ce n'est pas ce que nous on essaye. Enfin, on a la possibilité de ségréguer le trafic. Ouais, effectivement, s'il y a un service essentiel derrière, c'est sûr que ce n'est pas la solution. Mais c'est vrai que moi, vu de ma fenêtre, c'est le seul truc qu'on peut leur proposer, dire écoutez, faites-vous oublier un petit peu, parce que ça dure 3-4 minutes et après ça va repartir. Moi, ce que je constate dans ce que j'ai mesuré depuis les JO, c'est vrai que on a des robots qui passent tous les 15 minutes là, sur nos membres. Et il y a plein du coup, de mini-attaques DDoS que je ne vois pas parce que ça n'a pas d'impact. On considère que on a fait un peu un état des lieux avec les membres, et pour au-dessus de 15 minutes, si c'est juste un service de parking qui ne répond plus pour réserver une place devant un aéroport, c'est pas grave. Du coup, il passera à un autre truc. Et alors, il y a aussi une autre protection là, qui est assez rigolote, qu'on voit avec un de nos membres, c'est qu'il a un vieux domaine qui est complètement oublié, mais qui n'est pas du tout relié à ses infrastructures, mais qui porte un nom qui est proche de son nom, de son vrai nom. Et les attaquants, ils sont tellement bons en reconnaissance qu'ils pensent que c'est le site légitime. Donc ils y vont, quoi. Ils y vont, et après ils annoncent en public, enfin sur les bots Telegram qu'on suit tous, ah bah ça y est, je me suis fait tel truc, c'est super, génial, et je suis très fort. Alors que finalement il a tapé une porte ouverte et voilà. Alors c'est bien, c'est les occupes, c'est super. Comme pour les honeypots. Ouais, c'est pareil, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a un truc aussi qui est important qui a été dit, c'est surveiller et mesurer sa surface d'exposition, quoi. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que nous, notre boulot aussi en tant que CERT, que ce soit des régionaux, des sectoriels, c'est pour contrer ça, c'est de se mettre à la place de l'attaquant, imaginer des chemins d'attaque, donner de la vraisemblance à ces chemins d'attaque, et puis travailler avec le membre pour dire on va essayer de réduire un peu, on ne va pas annuler, c'est sûr, mais on va réduire, et puis peut-être que si c'est trop compliqué, ils passeront à autre chose, quoi. C'est un peu dégueulasse comme attitude, mais c'est se faire oublier pour aller vers les autres, quoi. Je réagis parce que le meilleur moyen de se protéger, c'est parfois de fermer les sites. On a des sites qui, des fois, sont ouverts, qui ne servent pas à grand-chose ou qui ne servent plus, qui sont toujours vivants. On met juste à jour le certificat. Non, il faut l'arrêter. On arrête de l'exposer. Et de ce fait-là, on n'a plus de risque parce qu'on n'a plus d'exposition.
C'est un sujet difficile. Alors nous, on gère 3 millions de noms de domaine pour nos clients. Les grandes organisations ont énormément de mal à... Alors déjà, faire de la cyberhygiène dans les zones files et ainsi de suite. Fermer des noms de domaine, c'est encore plus compliqué. Il n'y a pas d'histoire en fait derrière. Et c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Alors quand on est dans une organisation depuis longtemps, qu'on connaît bien ce qui s'est passé, ça va. Mais des personnes qui héritent de situations comme ça ont énormément de difficultés. Je pense que ça crée un vrai problème en fait actuellement. Et je ne parle même pas de subdomain hijacking, de cloud squatting et toutes ces choses-là, parce qu'il y a énormément de possibilités. Mais ouais, c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec vous. C'est un sujet souvent récurrent dans la cybersécurité. C'est finalement de créer un référentiel déjà de ce qui existe. Ça rejoint le Shadow IT aussi, donc de l'historique, du legacy, qui offre une surface d'exposition non surveillée, parce que pas forcément actuelle, voilà, le legacy, mais par rebond. Là aussi, un attaquant, on ne parle plus d'attaque DDoS, mais sur une attaque à l'image, communiquer sur le fait d'avoir attaqué un site de telle entreprise qui n'a pas été fermé, un ancien site de la RATP pour souscrire une carte orange, par exemple, qui n'aurait pas été fermé, et ben bon, ça fait quand même du bruit, parce que voilà, ça a été réalisé, c'est un trophée, et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, le business du hacking, c'est un trophée, parce que finalement, il n'y a pas d'argent à gagner directement, c'est pas un ransomware, mais c'est de la notoriété, c'est la fierté. Il y a beaucoup d'ego dans le monde du hacking, et c'est normal. Et moi, souvent, je considère les hackers comme des génies, certes du mauvais côté, mais on a aussi beaucoup à apprendre de la part de ces hackers, parce que c'est en comprenant la logique de ces hackers et en comprenant les attaquants qu'on devient des meilleurs défenseurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et justement, pour poursuivre nos échanges, on sait qu'effectivement, il n'y a pas de produit ou de solution miracle. On va venir superposer une multitude de couches, comme le disait tout à l'heure Robert. Effectivement, il y en a qui vont avoir la possibilité de pouvoir se doter de Web Application Firewall, d'autres qui vont utiliser justement des services d'entreprise justement auprès de leur hébergeur pour faire en sorte de sécuriser au mieux leur nom de domaine et autres. Mais c'est vrai que le facteur humain, il a quand même une importance capitale. Et est-ce qu'on pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, avec les évolutions technologiques que nous voyons naître au quotidien, telles que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle pourrait être un facteur ou un outil qui permettrait de justement apporter une solution en matière de défense? Même si on sait qu'en matière d'attaque, c'est déjà utilisé par les attaquants, il faudrait qu'on puisse l'utiliser de façon à ce qu'on puisse justement se défendre. Est-ce que l'un d'entre vous aurait... J'avais l'impression, Jean-Félix, que tu touchais déjà un petit peu ce sujet du bout du doigt ou du bout des lèvres. Mais, alors clairement oui, mais je veux bien que tu peut-être développes un petit peu si tu as des idées en la matière. Alors oui, heureusement qu'on trouve des utilisations de l'IA aussi pour défendre nos clients. C'est vrai que c'est utilisé massivement par les attaquants. Et heureusement, aujourd'hui, beaucoup de créateurs de solutions utilisent l'IA et intègrent l'IA dans leurs solutions. Okay. Côté Addistar, on utilise des solutions de protection. On n'est pas nous-mêmes... créateur de solutions, hein. Voilà, on est plutôt intégrateur et opérateur de services managés. Et vous l'avez vu aussi sur le forum, l'IA est présente partout. Déjà l'année dernière, on ne parlait que d'IA. Et l'IA est aujourd'hui au cœur des moteurs de détection et au cœur des SOC, au cœur des équipes aussi de CERT, pour accélérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de temps. Là, c'est vraiment une course contre le temps. Et ce que fait une IA, c'est extrêmement plus rapide que l'humain. Notamment dans un SOC, il y a quelques années, les analystes, entre eux, avec les intercerts et les associations et les échanges de threat intel,
partager l'information, mais ça avait un certain temps finalement d'apprentissage. Voilà. Grâce à l'IA, cette base de connaissances, elle est accessible instantanément, et de reconnaître des signatures, de reconnaître des signaux faibles sur une cyberattaque permet justement d'apporter cette solution qui combine l'humain et l'IA. L'IA va faire 90 voire 95% du travail de détection, de mitigation et proposer des réponses parce que justement en fouillant dans cette base de connaissances internationale échangée entre les sachants, entre les CERT, les solutions de mitigation, et derrière l'humain va faire les 5% restants de communication vers la cible, d'interaction sur la meilleure option à faire. Est-ce qu'on bloque le trafic? Est-ce qu'on ferme le site? Est-ce qu'on redirige? Est-ce qu'on utilise un CDN? Est-ce que voilà. Donc oui, heureusement, l'IA vient nous apporter un complément énorme dans la vitesse de traitement et dans la capacité à adresser des cas similaires sur les attaques qui effectivement évoluent tous les jours, chaque jour. Octavia pourra confirmer, chaque jour on enrichit finalement l'expérience des nouveaux types d'attaques. On parlait de bombing tout à l'heure. Voilà. Chaque jour les cyberattaques, même de type DDoS, évoluent et on doit s'adapter. Et l'IA reconnaît finalement quelque chose qui ressemble comme une cyberattaque le plus vite possible. On ne le verrait pas à l'œil humain, un SOC ne le verrait pas tout de suite, mais l'IA nous aide à le détecter et à mitiguer le plus rapidement possible. Je suis tout à fait d'accord en fait. Il y a cette reconnaissance des modèles, c'est quelque chose que nous utilisons déjà dans nos services de détection, parce que évidemment le premier défi c'est la détection. Tous les trafics peuvent être légitimes, on en a déjà parlé. Cela peut ressembler très fortement à du trafic légitime. Nous l'avons vu avec un fournisseur qui utilise du voice-over. Donc c'est un groupe entier qui a besoin de protection parce qu'il ne peut pas y avoir même une minute d'arrêt. Ou même un site internet qui ralentit. Un site internet qui ralentit, ça va, mais un service de téléphonie ne peut pas avoir des arrêts. Donc ça ne fonctionne pas. Et ce sont souvent des petites entreprises qui ont beaucoup besoin de disponibilité permanente. Ils ne peuvent pas atteindre ce niveau seuls. Donc, là, on utilise justement des modèles, des reconnaissances de modèles, de patterns, afin de proposer une détection précoce. C'est vraiment notre première étape. Et c'est comme ça, et pour cela, on utilise l'apprentissage par machine. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous ne pouvons pas traiter autant de données. Ce sont des volumes immenses. Nous travaillons à l'atténuation des risques sur des milliers d'attaques à tout moment. Donc, on ne peut pas regarder ce trafic à l'aide d'êtres humains. Tout ce qui a été dit, les honeypots. J'aime assez bien l'idée de solution parce que ça va, contrairement à ce que j'ai dit là tout à l'heure, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais ça nous permettrait effectivement de bloquer du trafic. Parce que sur un honeypot, on est sûr qu'il n'y a pas de trafic justifié. Donc c'est combiner. En fait, ce qui est l'idéal, c'est de combiner toutes ces solutions. C'est ce qu'on a dit, vraiment faire du multicouche et rajouter ça. En plus, à la fin, c'est vrai que ça coûte cher. Il faut des gens, il faut du monde. Mais l'idéal, c'est ça. C'est plus on a de solutions, plus ils vont aller chez les autres. Hein. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, comme on le disait, une superposition de plusieurs couches de sécurité pourrait être optimale pour se protéger des attaques DDoS. Mais malheureusement, si on prend en compte les petites entreprises, ou voire même les collectivités territoriales, ou même le secteur public, hormis les secteurs publics qui, eux, ont un gros budget, je ne suis pas sûr. Et puis, pour être RSSI dans le service public, les protections DDoS, ce n'est pas forcément ce qu'on met en priorité. On va utiliser des outils, effectivement, tels que des firewalls qui vont utiliser plusieurs, on va dire, add-ons avec de la détection de sondes, etc. Mais j'ai encore jamais vu de Web Application Firewall dans le service public.
venez nous voir. Il doit y en avoir. Et je pense aussi aux petites entreprises qui eux, leur priorité, ce n'est pas forcément de se protéger. Donc, ils manquent déjà de sensibilisation en matière de cybersécurité. Même pour aller plus loin, j'ai entendu un maire me dire, oui, mais en cas d'attaque DDoS, dans le cadre d'une analyse des risques, oui, mais ça, c'est la responsabilité de mon opérateur. Donc aujourd'hui, là, on va passer à une autre question, qui va être le rôle, justement, des responsabilités des différents acteurs. Est-ce qu'on va incomber, on va dire ça, à l'entreprise, aux fournisseurs d'accès Internet ou à la solution de sécurité, voire même au gouvernement? Est-ce que ce n'est pas au gouvernement de protéger les entreprises ou le service public? Donc, comment est-ce qu'on pourrait mieux répartir la responsabilité de ces attaques DDoS entre les entreprises, les fournisseurs d'accès et autres? Oh, I know that answer. J'ai déjà la réponse. Je pensais que vous ne poseriez jamais la question. C'est tout à fait vrai. Tout d'abord, je pense qu'il s'agit là de la responsabilité des fournisseurs de services, car nous devons fournir la sécurité par design et qui répond à toutes les couches de l'infrastructure. C'est pourquoi on existe. Les fournisseurs de services aux Pays-Bas nous disaient, voilà, mes clients veulent ceci, c'est une toute petite entreprise, ils ne peuvent pas se permettre de telles solutions. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si on le fait ensemble? Notre modèle est as a service. Donc en tant que service, on existe, on est disponible et les petits prestataires nous paient un petit montant et les gros fournisseurs nous payent des montants plus élevés en fonction de la taille de leur réseau. Et donc, nous sommes utilisés en tant que service. Donc, si un tout petit fournisseur est attaqué, eh bien, on peut rediriger le trafic sur nos services et on nettoie ce trafic. Et donc, moi, je suis vraiment... je soutiens vraiment cette approche. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus dans un domaine où les défis de cybersécurité peuvent être abordés avec un seul fournisseur pour une seule victime. Les cyberattaquants, les criminels, ils travaillent ensemble. Donc nous aussi, nous devrions être capables de le faire et de se dire, voilà, que se passerait-il si nous coopérons pour résoudre ce problème? Donc moi, personnellement, évidemment, c'est ma propre approche, donc je crois vraiment dans la possibilité d'offrir des solutions par design, des solutions collectives. Et d'ailleurs, nous avons effectué un travail de référentiel car nous ne savons jamais qui se trouve derrière nos services. Nos services, nous les fournissons à des prestataires de services. Et nous avons plus de 200 prestataires de services aux Pays-Bas et en Europe qui utilisent nos services. Et donc, à un moment, nous avons effectué une étude et on s'est rendu compte qu'il y avait des millions de sites Internet derrière. Mais on ne sait pas qui. Ils sont protégés, tout simplement parce qu'ils utilisent ces prestataires de services qui utilisent notre protection par service. C'est un effet majeur. Nous permettons aux prestataires de services, aux fournisseurs d'Internet d'offrir la protection par design grâce à notre système. C'est notre responsabilité en tant qu'opérateur de protéger nos clients. Voilà. Mais là aussi, je pense que c'est multicouche. C'est-à-dire que l'Europe aussi a bien pris conscience de cette menace, comme les autres menaces cyber, et notamment la directive NIS 2 impose également de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, forcément, en tant qu'opérateur de services Internet, de réseau, on fait partie de la chaîne d'approvisionnement et on est au cœur du système d'information de nos clients. Clients qui, forcément, n'ont pas conscience de ce danger. Donc, pour nous, oui, effectivement, notre service, il est effectivement security by design, c'est-à-dire que toute notre offre d'accès Internet inclut de la protection DDoS, mais jusqu'à un certain niveau. Effectivement, on ne va pas jusqu'au niveau WAF, on ne va pas jusqu'à des seuils très bas, mais au moins, on protège notre infrastructure, on protège nos clients avec un gros tamis. Voilà, on fait un premier niveau. Donc,
oui, il y a la législation, oui, il y a l'opérateur, mais après, il y a aussi le client lui-même qui doit évaluer son risque. Est-ce que c'est critique pour lui de subir une attaque? Combien de temps? Et de mettre en face, finalement, des moyens, des budgets pour compléter ce qui est offert par l'opérateur de service. Point de vue client, justement, ce qu'on a constaté il y a quelques années, alors c'est peut-être de ressenti, mais il y a quelques années, les opérateurs, les fournisseurs de services ne proposaient pas forcément, ou proposaient en option, c'est-à-dire à payer en plus, les fonctionnalités de protection anti-DDoS. Et en fait, eux-mêmes se protégeaient pour leur infrastructure, pas pour leurs clients. Aujourd'hui, ça a évolué, sûrement grâce aux directives européennes qui les incitent fortement. Aujourd'hui, même s'il n'y a, je pense, rien d'obligatoire qui dit qu'il faut que vous mettiez en place ce type de protection. Mais on est incité aujourd'hui à l'avoir. Et nous, en tant que client, on est très incité à aller choisir des fournisseurs qui proposent des solutions qui ont l'air efficaces, mais qui sont très dures à tester, parce qu'on ne va pas faire une attaque contre un fournisseur. Et c'est quelque chose qui évolue dans le bon sens aujourd'hui, où avant, effectivement, les fournisseurs de services protégeaient leur propre infrastructure. J'ai eu le cas il y a il y a un an ou deux, je crois, la réponse d'un fournisseur, c'est on subit une attaque DDoS, c'est pas grave, on va la supporter. Mais vous, vos applications, elles ne fonctionneront plus. Et c'est quelque chose qui, du point de vue client, il faut effectivement aller plus loin en se disant, OK, les couches basses du réseau vont absorber. Par contre, les couches hautes, couches applicatives, doivent elles-mêmes se protéger et mettre en place des mesures spécifiques. Oui, donc c'est cette histoire de tamis, en fait. On a un gros tamis qui filtre le plus gros du volume avec des seuils assez hauts. On gère des terabits par seconde de trafic, qui est bien sûr tout le trafic cumulé de tous nos clients, tout le trafic qu'on collecte. On va le nettoyer de manière importante, mais on ne va pas descendre en dessous de certains seuils. Et c'est là où on va proposer, en fonction effectivement de la criticité de nos clients, des options supplémentaires de filtrage beaucoup plus fin sur un protocole particulier, sur un port particulier, sur une IP particulier sensible, un SI sensible. On va proposer du filtrage applicatif, du WAF, si effectivement le client a estimé que dans sa matrice de risque, son site internet, est-ce que c'est un site marchand? Est-ce que c'est un site institutionnel? Ce n'est pas forcément le même impact. Un site marchand qui tombe, c'est tout de suite du chiffre d'affaires en moins. C'est tout de suite aussi un impact réputationnel et l'internaute qui ne peut plus aller sur un site marchand, il va aller chez le concurrent. Un site institutionnel qui tombe, c'est moins grave, il n'y a pas d'impact, on va dire, de chiffre d'affaires, pas trop, en tout cas beaucoup moins important. Tu n'es pas d'accord, tu as le droit. Pas trop d'accord, mais je vais vous donner mon point de vue. Et donc, voilà, c'est granulaire. C'est-à-dire qu'on va s'adapter, surtout pour notre cible PME. On ne peut pas proposer un service avec du DDoS inclus qui est 4 fois plus cher que la concurrence. Voilà, c'est aussi un business case. Donc, on va avoir une option granulaire d'apporter des protections complémentaires au premier filtrage qui, pour nous, est indispensable. Je dis souvent que c'est criminel d'offrir un service qui n'est pas protégé. Voilà. On fait de l'hébergement, par exemple. Pour nous, si on va faire du PaaS, donc de plateforme as a service, eh ben on va mettre un EDR sur nos plateformes. Et le client, il n'a même pas le choix. C'est inclus dans le service. Et ben, de la même manière, on offre un service Internet, on va faire un premier niveau de protection. Juste pour te donner mon point de vue concernant les institutions, en fait, dans la fonction publique, on est, je ne vais pas dire mandaté, où on doit garantir une continuité du service public. Et on a certains services publics qui sont essentiels, pour lesquels on ne peut pas se permettre justement d'avoir une discontinuité ou autre. Et même si ce n'est pas quelque chose qui... Enfin, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais si je prends l'exemple de, on va dire, des 2 ou 3 dernières heures pour déclarer ses impôts, et que là, on n'est plus en capacité de pouvoir déclarer ses impôts parce que justement le site est sous le coup d'une attaque DDoS,
on a discontinuité du service public, et là derrière, ça va engager d'autres frais et d'autres actions au sein des ministères et autres. Donc, il y a certains services publics qui sont essentiels et pour lesquels il faudrait que même au sein de la fonction publique, on puisse agir avec une vision aussi stratégique qu'une entreprise. C'était juste la nuance que j'avais. Oui, non, en fait, parce que je me suis mal exprimé. Quand j'ai dit site institutionnel, je voulais dire site vitrine. Voilà. Les services essentiels, effectivement, même pour la mairie, pour aller payer la cantine, etc., etc. À un moment donné, le service aux citoyens, c'est soumis à NIS 2. Donc, effectivement, ça doit être protégé comme il se doit pour que ça soit le maximum disponible. Et malheureusement, donc là, je n'attaque pas l'ANSSI, mais toutes les communes ne sont malheureusement pas assujetties au NIS 2. Il le faudrait. Les grosses communes. C'est mon point de vue. Et c'est un premier départ. Il y a un NIS 3 qui va arriver. L'activité du service public, même dans une petite ville de 5000 habitants, je suis désolé, mais je vous prends l'exemple le plus glauque qui puisse exister parce que je l'ai vu. Déjà, vous êtes en deuil, il faut aller à la mairie récupérer un certificat de décès. Là, l'application ne fonctionne pas, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir délivrer ce certificat de décès. C'est quand même assez complexe. Vous voyez, pour l'avoir vu et vécu dans une collectivité, je peux vous garantir qu'il faut vraiment mettre les moyens nécessaires. Et donc, le NIS 2, après ça, c'est mon point de vue personnel, aurait dû être, ou du moins devrait être applicable à l'ensemble des communes et des collectivités françaises. NIS 3. Je ne vous ai pas forcément entendu par rapport à votre positionnement, si vous voulez apporter quelques précisions. Et puis peut-être aussi quelques mots aussi de la part de l'aviation civile. J'ai l'impression qu'on a tous été victimes d'une attaque DDoS. Là, tout le monde est très fatigué, mais on est encore debout, c'est bien. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait de dire que effectivement la responsabilité passe quand même sur les prestataires, les fournisseurs de services qui l'acceptent bien. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie aussi. Et en repensant à ce qu'on vient de dire un peu sur NIS 2, moi je suis intéressé de voir comment le paysage des fournisseurs en fait va évoluer avec NIS 2. On sait qu'on a un scope d'entités concernées qui est nettement plus large, avec des obligations qui sont également un petit peu plus fortes. Et en tout cas pour la partie qui me concerne, c'est-à-dire celle du paysage, l'hébergement DNS public par exemple, j'ai assez l'impression que le paysage risque de se transformer à horizon pas forcément très court terme, mais au moins moyen terme, entre des prestataires qui vont effectivement mettre en place les investissements, les ressources qui vont bien pour faire évoluer leurs outils, leurs process, leurs services, et ainsi de suite, et ceux qui finalement vont voir certaines peut-être parties ou briques de leurs produits ou de leurs services finalement être mis à l'écart parce qu'on ne voudra plus continuer d'investir. Donc je vois quelque part peut-être une mutation à un moment donné dans le marché, chez les fournisseurs, et je pense que ça va être intéressant de le suivre également pour voir comment tout ça va évoluer dans les prochains temps. Les amis de l'aviation ? Pas grand-chose à rajouter, tout a été dit. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vis-à-vis de la responsabilité, c'est ensemble, on est plus fort. Aujourd'hui, on a un écosystème de certes, on est fort parce qu'on est dans des intercertes et qu'on partage, et qu'il faut que ce soit la responsabilité de chacun et de tout le monde, quoi. Donc, le multicouche, c'est ça aussi, c'est accepter qu'on est tous responsables et que pour se battre contre ces gens-là, il faut qu'on se rassemble tous. Ouais. On va parler de partage, du coup, de partage de risques. Oui, je voulais rajouter sur la responsabilité aussi. Je pense que c'est quand on propose un site web à qui que ce soit, y compris une administration, il faudrait aussi leur proposer la protection. Ça, je pense que ça devrait aller de pair. Alors, je ne sais pas si on peut en faire une obligation, mais au moins, on ne propose pas une voiture sans ABS maintenant. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une espèce d'obligation de protéger ce qu'on fournit? Parce qu'en fait, beaucoup des articles de loi qu'on a en Europe, c'est obliger les gens à se protéger. Parce qu'on ne peut pas attaquer l'attaquant, il n'est jamais chez nous, donc il est loin. Donc on force les gens à se protéger. Pourquoi pas forcer les fournisseurs à vendre la protection en même temps, ou faire un bundle avec la protection?
c'est agir sur le cadre légal, finalement. Je vais réagir, l'attaquant n'est pas chez nous, parfois si. En fait, il y a aussi une obligation du gouvernement qui est, une responsabilité du gouvernement qui est d'agir sur la source, notamment les pirates, les attaquants, de les arrêter. Les arrêter, c'est-à-dire en gros de démanteler les groupes de hackers qui font ce genre de choses. Ça va être éventuellement de nous prévenir. Je prends des cas qui peuvent se produire dès qu'on a de l'IoT et essayer de détecter l'IoT qui est vulnérable et faire en sorte que ces IoT soient patchés chez les collectivités, les opérateurs, etc. Il y a aussi ce côté, protéger c'est une chose, mais aussi agir en amont sur la source de l'attaque. Alors, je voudrais quand même répondre à ça. Je ne suis pas du tout pour laisser faire les méchants parce qu'ils sont de l'autre côté de la frontière. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit, du tout. Je suis plutôt du style à essayer de les arrêter. Mais voilà, je veux juste répondre parce que non, c'est pas l'idée, c'est pas laissons tout faire parce qu'ils sont hors de l'Europe, quoi, quel qu'il soit. Je parlais de l'origine, donc en général les équipements. Après, les personnes qui déclenchent sont effectivement souvent, c'est plus dur d'aller les extrader, etc. En fait, c'est possible. On a eu dans le forum, on a eu des explications où parfois ils se trompent d'avion et ils arrivent dans un endroit où pas de chance, on les chope. Donc il faut le faire, bien sûr. Et l'Europe ne montrait pas les attaquants, et très récemment, enfin, ça fait quelques années maintenant, où on a des portraits avec les gens de ce qu'ils font, etc., pour que quand ils mettent le pied où il ne faut pas, ou par hasard, un avion, des fois, il doit atterrir où ce n'est pas prévu. Et là, c'est intéressant. En fait, là, on va rentrer dans un cadre diplomatique, je dirais, parce qu'effectivement, au sein de l'Union européenne, on a des entités comme Europol ou autres qui vont vraiment agir, et puis les accords qu'on a en Europe vont permettre justement de pouvoir agir sur la source, mais on ne peut absolument rien faire si la source elle est dans un pays qui est, notamment ceux qui nous ciblent le plus, qui eux vont vous dire mais non, nous, le hacking est toléré dès lors qu'il ne touche pas à nos institutions. Donc du coup, ils sont protégés. Ou alors on va avoir des États pour lesquels ils ne vont pas du tout légiférer sur la partie informatique ou cyber, où là, derrière, c'est l'anarchie. Et malheureusement, on ne peut pas agir là-dessus. Donc c'est pour ça que la protection, pour ma part, c'est le premier rempart avant de pouvoir essayer d'arrêter les attaquants. Là aussi, NIS 2 nous aide, parce que NIS 2 impose de déclarer ces incidents cyber. Et pendant très très longtemps, les attaques cyber se poursuivaient parce que finalement les personnes attaquées avaient honte de déclarer leur incident, parce que forcément, quand on est la cible d'une cyberattaque, eh ben c'est pas reluisant. Et le problème de ça, c'est que l'attaquant, il attaquait le petit copain, puis le petit copain, puis le petit copain, etc. Et c'est fait l'effet boule de neige. Voilà. Donc, grâce aussi au texte et aux réflexions, on va de plus en plus vers de la sensibilisation, de la formation vers les dirigeants d'entreprise, qu'il en va de leur responsabilité aussi collective de déclarer leur incident, de se faire aider, de se faire accompagner, de porter plainte, grâce là aussi aux initiatives de l'ANSSI avec cybermalveillance, etc. L'accompagnement des attaqués, des cibles, pour toutes les démarches d'enquête, les démarches administratives qui permettent à un moment donné aussi de trouver les attaquants et de les mettre sous les verrous. Autre chose, comme toujours, il faut ajouter des couches et des couches. Aux Pays-Bas, on a remporté un grand succès avec la police qui est allée dans les écoles et a sensibilisé les jeunes en leur expliquant que s'ils faisaient ce genre de choses pour s'amuser, ce n'était pas correct.
Et on leur a expliqué que s'ils faisaient ça depuis l'école, par exemple, ils pouvaient repérer le moment où cela s'était produit. Donc cette approche de sensibilisation nous rappelle que si vous faites ce genre de choses, c'est punissable par la loi et que vous aurez quelque chose sur votre... vous garderez ça dans votre record. Il y a une ligne très fine entre cette communauté de jeunes attaquants qui font ça pour s'amuser et puis ceux qui font des choses plus graves. Au niveau humain, je pense qu'il faut avoir une approche multiple et il faut prendre un grand nombre de mesures. Nous n'avons pas ce type d'approche en France. Peut-être que... En fait, il y a certaines initiatives dans ce sens. L'INC a créé un jeu, par exemple. On y vient, on y vient. Je pense que dans dans le nord de l'Europe, ils sont plus rapides dans la matière, mais ça viendra, ça viendra. Je suis assez sûre qu'il y a des initiatives de ce type dans les collèges, dans les lycées, etc. Ça arrive en France aussi, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il faut le faire. Il faut être positif, on est en Europe et c'est pas mal. Pour l'instant, ça a l'air bien d'être en Europe. C'est vrai que ça progresse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a eu des doctrines bisounours pendant pas mal de temps, où nos doctrines offensives, elles étaient vraiment mises en sommeil, donc on ne se donnait pas les moyens et les capacités à répondre. C'est vrai qu'on parlait de contre-attaque, finalement. Il n'y a que dans des secteurs bien spécifiques où on est habilité et autorisé à contre-attaquer. Et donc, si on montre en face que, finalement, on va augmenter notre pouvoir judiciaire d'enquête, et aussi de réponse, donc une forme de cyberdissuasion finalement, peut-être qu'ils auront moins envie de venir nous attaquer, nous chatouiller. Aujourd'hui, quand on veut déposer plainte pour un cyberfait, bon, ça évolue, hein, mais les équipes qui sont en capacité d'enquêter et de poursuivre une enquête, alors soit en France déjà c'est compliqué, à l'international on n'en parle même pas, Budapest, c'est vrai que remonter, hormis les gros réseaux qu'on va essayer de déboîter, pour répondre à des attaques type OSE, OIV, on a encore du chemin à faire là-dessus. Et aujourd'hui, dans les commissariats, vous avez des murs de dépôt de plainte qui sont non traités parce que, pour des effets cyber, parce que par manque de moyens, pas par manque d'envie, hein, par manque de moyens. Il y a aussi réinventer peut-être les capacités judiciaires ou là, il faut forcément un OPJ, un magistrat pour le faire. Peut-être qu'on peut décharger ça vers des sociétés privées habilitées, bien sûr, pour aider la judiciarisation, quoi. Là, il y a encore du chemin à faire. Ça peut être une idée, effectivement. Je vais en rajouter une couche parce que ce matin, j'ai entendu le général Husson qui disait qu'ils avaient un maillage de responsables cybersécurité dans la gendarmerie. Nous, dans les Alpes-Maritimes, on en avait 2 d'ENTEC. Il y a 1 an qu'il y en a un qui est parti à la retraite, il n'a toujours pas été remplacé. Donc oui, il y a moyen d'améliorer les choses. Et c'est vrai que le pauvre, quand on lui demande de faire une enquête rapide, comment il peut, avec toutes les piles de disques durs qu'il doit analyser, qui sont derrière lui, c'est compliqué quand même. Donc il y a quand même un effort à demander à notre gouvernement pour aider ces gendarmes qui sont un peu seuls des fois. Et aussi un effort à faire du côté judiciaire, parce que certains parquets ne comprennent pas, hein, quand on porte plainte parce qu'on a eu des serveurs qui ont été défoncés et qu'on n'a pas pu développer pendant des jours, classé sans suite, quoi. Alors il y a un parquet maintenant cyber spécialisé, dirigé par une procureure extrêmement compétente, que j'admire beaucoup, mais il y en a qu'un. Et ils ne sont pas nombreux. Donc tout ça, il faut aussi augmenter. C'est un autre débat. On est parti du DDoS là. Bah écoutez, je pense qu'on approche de la fin. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. On est plutôt bien lancé, je dirais. Mais bon, l'heure tourne et il reste encore il reste encore 1 ou 2 minutes. Je vais vous donner le mot de la fin. Et je vais peut-être commencer d'abord par Octavia. If you can give us, pouvez-vous nous donner un conseil en termes d'organisation to strengthen pour renforcer
la résilience au DDoS. I don't have to think twice about it. Really working together. Le travail conjoint. Il faut que les entreprises partagent autant de connaissances que possible, travaillent de concert, partager les connaissances. Et si on ne le fait pas, ça représente un risque important parce que ça va être utilisé comme méthode. La connaissance peut être vendue. Partager les connaissances en matière de menaces avec une facilitation de la part du gouvernement, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans un projet de résilience. Travailler de concert au sein de l'Europe et dans les projets européens pour pouvoir développer ces outils d'atténuation qui sont absolument nécessaires et renforcer les compétences. Ça, ce serait ma conclusion. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait donner aussi son avis ou un conseil pour justement les... Alors oui, alors moi je suis bien placé parce que justement je suis offreur de solutions IT. Et donc le premier conseil que je donne, c'est en tant qu'offreur, c'est j'ai le devoir de conseil. Donc forcément, c'est de ne pas se tromper de solutions. Et donc, investir dans une solution sans avoir au préalable analysé ses risques et mis en face de chacun des risques un budget, des moyens, c'est la première chose à faire pour ne pas se tromper finalement et protéger en premier ce qui est le plus important pour l'entreprise. Ça peut être un système de contrôle d'accès, ça peut être un système de WAF, ça peut être un système de protection de la messagerie. Voilà. Donc, savoir prioriser ces mesures de protection parce qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Voilà. Et moi, ce que je vois au quotidien, surtout chez les PME et aussi les collectivités, les mairies, etc., c'est qu'elles sont complètement perdues. Il y a NIS 2 qui arrive, donc la pression de devoir se protéger partout. Mais effectivement, on ne peut pas tout faire d'un coup. On a un peu de temps, mais il faut commencer par protéger 80% des assets de l'entreprise. Et ce qui est différent pour chaque entreprise. Donc, faites-vous conseiller, venez voir votre prestataire IT, faites une matrice des risques et puis un plan de déploiement, finalement, des mesures cyber. Je vais répéter ce qui a été dit. Travailler ensemble, essayer de protéger les plus faibles. C'est un peu ce qu'on essaie de faire au CERT Aviation France. Et je pense que c'est un bon exemple. C'est vraiment une belle chose. Je vais rajouter un mot. Oui, peut-être garder les yeux et les oreilles bien ouvertes. Je repensais à ce que tu disais sur tout ce qui concerne la surface d'attaque externe. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'angles morts cyber sur ces aspects-là, donc à ne pas perdre de vue, effectivement. Faire comme les attaquants, s'unir et travailler ensemble. C'est pas mal. Côté RATP, en tant que client, en tant que client, c'est vous de... moi, ce que je vois surtout, c'est si ça peut être fait, justement, le côté travailler ensemble, un peu incité par le réglementaire, pour que ça soit plus facile à faire porter par les entreprises. Écoutez, je vous remercie en tous les cas pour ce fabuleux panel. Merci à vous d'avoir tenu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon dernier jour au FIC.